Une claire matinée à Rueil-Malmaison, un livreur s'arrêta devant une maison impeccable. Par une fenêtre entr'ouverte, il entendit quelque chose, le cri mince d'un enfant, un murmure qui ressemblait à une supplication. Le capitaine Calin Stone et son partenaire canin Orion de la brigade canine de la police nationale arrivèrent sans activer la sirène. La porte d'entrée n'était retenue que par le loquet. À l'intérieur, une voix de femme froide et posée. « Mange-le, tout. » Sur la table, une pomme rouge, une seringue enfoncée dans sa chair. Les oreilles d'Orion se dressèrent. Calin poussa doucement la porte. Le chien avance le premier bouclier vivant. La corde autour des poignets d'un petit garçon brilla sous la lumière. Ce qui allait suivre pouvait briser le cœur puis le réparer, car les secondes chances existent quand le courage franchit la porte. Avant de commencer, dites-moi d'où vous regardez. Indiquez votre pays dans les commentaires. Et si vous croyez qu'aucun enfant ni aucun animal ne devrait souffrir en silence, abonnez-vous. Cette histoire pourrait vous redonner foi en les miracles. La lumière du matin, sur Rueil-Malmaison près de Paris, tombait dorée et nette, glissant sur les quartiers calmes où les haies taillies étincelaient, les essences de rosée. La chaleur de début d'été montait lentement, pressant doucement les trottoirs, promettant la routine tranquille, mais le calme n'était qu'une illusion fragile. Pour le capitaine Calin Stone, elle ne durait jamais longtemps. Âgé de 36 ans, grand mince athlétique, visage rasé, de prémâchoire carrée, yeux bruns calmes et réguliers. Nez droit, expression réfléchie et maîtrisée. Ses cheveux bruns foncés courts, soigneusement séparés sur le côté, étaient légèrement grisonnants aux tempes. Il portait toujours la même tenue polo bleu marine police gilet tactique, avec caméra piéton centrée sur la poitrine micro d'épaule, reliée par un câble spiralé. Un signe discret et plaque illisible. Pantalon bleu marine, repassé ceinture de service noir basse avec poche standard, sans arme apparente. Bottines noires de service parfaitement cirées. C'était un homme formé à la fois par la discipline et l'empathie. Ses collègues disaient qu'il avait une manière d'écouter, qui inspirait confiance, même aux victimes les plus effrayées. Les années de service avaient gravé en lui une solidité tranquille, mais aussi un silence cicatrice d'une affaire passée où il était arrivé trop tard. Ce souvenir le suivait comme une ombre, dont il ne parlait jamais. À ses côtés ce matin, radieux marchait Orion berger allemand, de 4 ans, robe noire et feu poitrail fauve, regard d'ambre, intelligent, reflétant à la fois la vigilance et la douceur. Oreille droite, queue ferme, assurance tranquille. En service, il portait un harnais sombre marqué police, brigade canine avec une petite plaque gravée simplement. Orion doublement certifié. Orion avait été dressé à la fois pour l'intervention tactique et la médiation émotionnelle auprès d'enfants traumatisés, une combinaison rare. Sa loyauté envers Callan était absolue. Leur lien allait au-delà des ordres. La voiture de patrouille, Peugeot 508 sérigraphiée police, roulait lentement le long des rues, bordées de maisons pastels de jardinières fleuries de haies taillées. Callan fredonnait à peine une main sur le volant, l'autre sur la tête d'Orion. Les oreilles du chien frémirent au rythme de la fréquence radio. Tout semblait normal jusqu'à l'appel. Centrale à unité. 12 brigades canines, signalement anonyme. Rue des Tilleuls, numéro 43. Possible dispute domestique. Le témoin évoque des pleurs et des supplications. Le regard de Callan se porta vers le rétroviseur. Les oreillers d'Orion se redressèrent brusquement. Reçu centrale unité 12 en route. Il fit retentir la sirène juste assez longtemps pour dégager la circulation, puis la coupa en approchant du quartier résidentiel, chic, un endroit de façade en pierre blanche et de jardin privé où chacun feignait que tout était parfait. Le témoin anonyme, Eddie Livreur Colissimo, les attendait près de sa camionnette. Il avait la vingtaine mince, halé uniforme passé, et regard nerveux qui filait sans cesse vers la maison. Son col trempé de sueur, malgré le temps doux, il triturait sa casquette entre ses mains. Callan s'approcha calmement. «
C'est vous qui avez appelé. Eddie hocha la tête vivement. Oui, commandant. Je livrais un colis. La fenêtre était ouverte et j'ai entendu un gosse pleurer très doucement d'abord, puis il a avalé sa salive et s'est mis à hurler comme si on le forçait à... Il s'interrompit honteux. J'allais partir, je croyais rêver, mais la voix de la femme froide, comme si ça ne lui faisait rien. Orion eut mal l'air queue raide. Callen acquiesça d'un signe bref. « Vous avez bien fait d'appeler. »« Vous avez bien fait d'appeler, » dit calmement Callen. « Restez ici. » L'air semblait plus lourd maintenant. On entendait encore quelques oiseaux chanter au loin, mais faiblement, comme si le quartier tout entier retenait son souffle. Callen déverrouilla la portière, et Orion sauta hors de la voiture, atterrissant sans bruit à ses côtés. « Avec moi, » murmura-t-il. Ils s'approchèrent de la maison, une demeure en pierre blanche, à 2 étages pelouse, parfaitement entretenue. Symbole d'ordre et de déni. La porte d'entrée peinte d'un bleu pâle n'était qu'entrebâillée. La main gantée de Callen effleura la poignée, elle bougea non verrouillée, simplement poussée. Il échangea un regard rapide avec Orion, qui se raidit les muscles vibrants sous le harnais. Alors, un son s'éleva faible mais distinct, le gémissement d'un enfant, suivi d'un murmure de femme, dur tranchant, « Mange, mange tout et tu seras tranquille. » Le pouls de Callen s'accéléra. Il fit un signe silencieux à Orion pré-surveille. Puis sa voix fendit l'air immobile. « Police nationale, éloignez-vous de l'enfant. » La porte s'ouvrit brusquement. Le soleil découpa la cuisine immaculée où se mêlaient les odeurs de pommes et d'eau de javel. Au centre du carrelage, un petit garçon était attaché à une chaise de salle à manger. Ses poignets liés par une corde rêche étaient rouges et entaillés. Ses grands yeux bruns gonflés de larmes se tournèrent vers l'entrée terrifiés. Il n'avait pas plus de 7 ans. Debout au-dessus de lui, une femme d'une 30aine d'années grande, très pâle, cheveux auburn, serrés en chignon, strict, chemisier, crème impeccable, pantalon sombre. Plus tard, elle serait identifiée comme Éléonore Vance. Son visage semblait paisible, une sérénité trompeuse, presque inhumaine, jusqu'à ce qu'on croise son regard vitreux, distant sans émotion. Une seringue luisait faiblement à côté d'une pomme rouge posée sur la table. « Ne bougez plus, police !» gronda Callen, sa voix résonnant dans toute la maison. Éléonore se figea, puis se retourna brusquement les yeux écarquillés. La pomme glissa de sa main, roula sur le sol dans un bruit sourd. Orion bondit se plaçant entre elle et l'enfant. Ses crocs apparurent un grondement sourd, monta de sa poitrine pas de la rage, mais un avertissement maîtrisé. La femme recula tremblante. Callen avança rapidement, évaluant, prête à désarmer. Les mains en l'air maintenant. Éléonore hésita. Le grondement d'Orion s'amplifia profond, résonnant comme un tonnerre contenu. Elle leva brusquement les mains. Callen rengaina son arme, se précipita vers le garçon, s'agenouilla. « Hé, petit, c'est fini, tu es en sécurité maintenant. » Les nœuds étaient serrés grossièrement, mais très fort. Ses doigts travaillèrent vite, dénouant un lien, puis un autre. Le souffle de l'enfant était faible, son corps tremblait violemment. Callen aperçut des marques de piqûres sur son avant-bras. « Ça va aller », murmura-t-il en coupant la dernière corde. Le garçon s'effondra dans ses bras inconscient. Centrale, ici, unité 12. Enfant récupéré, possible empoisonnement. Envoyez le SAMU et des renforts immédiatement. Orion resta immobile, corps tendu, regard fixé sur la femme qui s'était mise à sangloter doucement. Était-ce du remords ou la peur de la sanction? Callen n'aurait su le dire. Quelques minutes plus tard, le SMUR arriva. Le garçon respirait à peine. Callen ne bougea pas de son côté jusqu'à ce qu'on l'emmène sur la civière. En passant, Orion suivit du regard, le brancard s'arrêtant un instant pour fixer la table, la pomme écarlate roulée au sol, mi-brisée, mi-luisante sous le soleil de Rueil-Malmaison. Dehors, Eddie le livreur restait figé près de sa camionnette, le visage livide.
Callen posa brièvement une main sur son épaule. « Vous avez bien agi aujourd'hui. » Eddie balbutia. « L'enfant. Il va s'en sortir. » Callen regarda vers les portes de l'ambulance qui se refermaient. Dans le métal poli, le reflet d'Orion scintilla. « On fera tout pour, » répondit-il. La sirène hurla, s'éloignant à l'horizon tiède. Cette journée d'été parfaite venait de se fendre, révélant la vérité sous la lumière. Parfois, les cris les plus forts se cachent derrière les quartiers les plus calmes. Et pour le capitaine Callen Stone, le soleil de ce jour ne brillerait plus jamais de la même manière. La sirène s'éteignit au bout de la rue, ne laissant derrière elle qu'un écho de chaos et la faible odeur d'antiseptique laissée par les gants du personnel du SAMU. La maison autrefois immaculée demeurait entr'ouverte, les rideaux frémissant sous la chaleur de l'été francilien. Callen Stone se tenait près de l'entrée, gants couverts de poussière et de fibres de corde, respiration lente mais tendue. À ses côtés, Orion restait parfaitement immobile, le regard fixé vers la cuisine, comme s'il veillait sur le souvenir de ce qu'il venait de voir. À l'intérieur, la pomme rouge reposait là où elle avait roulé à moitié meurtrie, à moitié brillante sous la lumière sinistre ornement. La seringue plantée en elle scintillait encore faiblement. Callen prit des photos de la scène, chaque détail. Les nœuds de la chaise renversée, les traces humides sur le carrelage où l'enfant avait pleuré. Il avait fait cela des centaines de fois, mais jamais dans un lieu aussi propre, aussi conçu pour le confort. Quelques minutes plus tard, entra la lieutenante Rena Kapoor, quarantaine, fine d'origine indienne, regard perçant, gestes précises d'une femme qui avait vu toutes les formes de cruauté humaine sans jamais s'y habituer. Ses cheveux noirs étaient attachés avec soin. La veste de Rena tombait un peu trop lâche sur ses épaules, signe d'innombrables heures passées entre les scènes de crime et les dossiers. J'ai entendu l'appel de la centrale. Tout va bien, Stone. Callen hocha la tête une fois. Le garçon est stable. Le SAMU dit qu'il respire à nouveau. Rena s'accroupit près de la pomme et de la seringue. Benzodiazépine très probablement. L'injecteur est ancien, peut-être recyclé d'un usage vétérinaire. Elle voulait le contrôler, pas le soigner. Son regard glissa vers Orion. Ton partenaire a bien travaillé. Et la femme? Callen désigna le salon où Éléonore Vance était assise menottée silencieuse, le regard vide. Ses mains reposaient mollement sur ses genoux, l'agitation maniaque retombait. Elle marmonnait des mots indistincts, trop faibles pour être compris. Son chemisier crème était déchiré à l'épaule, là où elle avait trébuché, et son rouge à lèvres s'était étalé grotesque. « Elle n'a rien dit », murmura Callen. « Elle a refusé un avocat. Elle prétend que c'était de la discipline, pas de la maltraitance. » Rena soupira se redressant. « Ils ont tous des raisons. Aucune ne sonne humaine. Man. » Elle tourna les yeux vers Orion qui la fixait attentivement. « Regarde-le, oreille basse, queue plaquée. Il la lit, il sait qu'il y a quelque chose de tordu. » Callen posa une main légère sur le dos du chien. Orion expira, ses muscles se détendant légèrement sous la caresse. « Doucement, mon grand. On l'a sorti de là. » Depuis le salon, un bruit sourd, un cadre tombé. Éléonore avait bougé. Rena s'approcha ton professionnel, mais tranchant. « Madame Vance, je suis la lieutenante Kapoor, officier de police judiciaire. Vous êtes en état d'arrestation pour mise en danger d'un mineur violence aggravée et administration suspecte d'une substance contrôlée. Vous avez le droit de garder le silence. » Les yeux d'Éléonore se levèrent lentement. Sa voix fut froide, presque paisible. Il n'arrêtait pas de pleurer. Il ne voulait pas manger ce qui était bon pour lui. Il fallait lui apprendre l'obéissance. Rena lança un regard à Callen. « Expertise psy tout de suite. » Callen resta immobile observant Éléonore. Ses mots tombaient comme des pierres, mais derrière eux, il sentait autre chose, une fracture dans l'air, un vide là où l'empathie aurait dû vivre. Dehors, les voisins commençaient à s'attrouper. Une femme en tenue de jogging tenait son téléphone murmurant. Elle était toujours si polie. Un homme arrosoir à la main grommela.
Je ne savais même pas qu'elle avait un enfant. Un enfant. Le soleil de Rueil-Malmaison brillait toujours cruellement indifférent. Orion se tenait entre câlins et les curieux corps dressés en mur de vigilance tranquille. Il surveillait chaque mouvement comme s'il défiait quiconque de troubler l'ordre fragile. Quand la voiture de police emmena Eleanor Callin, revint une dernière fois dans la maison. L'odeur de détergent chimique était plus forte. Sur le plan de travail, 2 tasses Side, à moitié lavées. Sur le réfrigérateur, un dessin d'enfant, un bonhomme, tenant la patte d'un chien sous un soleil jaune. Aucune mère. Plus tard dans l'après-midi, Callin se rendit à l'hôpital Necker-Enfants-Malades à Paris. La façade vitrée reflétait la ville-monde de clarté dissimulant la douleur derrière. Il entra en silence Orion, trottant à ses côtés harnais, retiré simple collier au cou. À la réception, une infirmière Laia Moreno. Une trentaine d'années petite, peau dorée, cheveux bouclés, retenue par une pince argentée leva les yeux. Ses prunelles étaient douces, mais fatiguées, empreintes de la sérénité de ceux qui ont trop vu la souffrance des petits corps. « Capitaine Stone », dit-elle doucement. « L'enfant est stable mais sous sédation. Le docteur veut vous parler. » On le conduisit dans le service de pédiatrie peint en bleu tendre. Les machines ronronnaient doucement, l'odeur d'antiseptique se mêlait à celle des crayons de couleur. Dans une petite chambre près de la fenêtre reposait le garçon Leo Brooks, 7 ans petit fragile, les poignets bandés, là où la corde avait brûlé sa peau. Son souffle était régulier. Maintenant ses joues pâles, sous la lumière froide. Le docteur Iris Thorne, la quarantaine grand légèrement voûtée par les années passées, derrière les bureaux d'hôpital, attendait près du lit. Cheveux poivre, aisselles coupées, courts lunettes cerclées de noir glissant sur son nez. Sa voix portait la lassitude de la compassion usée mais intacte. « Capitaine Stone, » dit-il calmement. « Vous et votre partenaire l'avez sauvé à quelques minutes près. C'était fait. La substance était bien de la benzodiazépine dose létale pour un enfant de son âge. Quelques milligrammes de plus, et il aurait fait un arrêt respiratoire. » La mâchoire de Callin se contracta. Il va s'en remettre. Physiquement, oui. Psychologiquement, le médecin hésita. C'est plus difficile. Il est dénutri. Montre des signes précoces de mutisme sélectif. Il n'a pas parlé depuis son réveil, et il a peur du contact. Quand une infirmière lui a proposé de l'eau, il a reculé comme s'il allait être frappé. Callin regarda Léo puis Orion, assis calmement près de la porte. Il a traversé l'enfer. Thorne hocha la tête. Vous disiez que le chien est certifié en médiation pour enfants traumatisés. Doublement formé tactique et soutien émotionnel. Parfait. On aura besoin de lui. Le ton du médecin se fit plus doux. Parfois, les animaux atteignent des endroits où les humains n'y parviennent pas. En quittant le service, Callin traversa un couloir où la lumière filtrait à travers le verre dépoli. Il s'arrêta un instant, observant le reflet d'Orion marchant à côté de lui. « On restera avec lui », murmura-t-il, jusqu'à ce qu'il n'ait plus peur. Ce soir-là, de retour au commissariat de Rueil-Malmaison, les papiers emplissaient de la pièce comme un air trop lourd. Callin rédigeait son rapport en phrases courtes. Enfant retrouvé ligoté. Adulte féminine interpellée. Preuve saisie corps de seringue pomme. Mais entre les lignes restaient des choses qu'aucun rapport ne pouvait décrire, le tremblement des mains de Léo, le détachement glacé dans les yeux d'Éléonore, la légère vibration de la queue d'Orion lorsqu'il sentait la peur chez autrui. La lieutenante Rena Kapoor déposa un dossier sur son bureau. Les services sociaux reprennent l'affaire. L'ASE désignera un travailleur social demain matin. Je te tiendrai informé. Callin s'appuya contre le dossier de sa chaise, la fatigue s'insinuant dans ses os. Merci, Rena. Elle s'arrêta sur le seuil. Tu sais, chaque fois que je crois avoir tout vu, quelqu'un me prouve le contraire. Sa voix s'adoucit. Mais ce garçon est encore en vie parce que tu as écouté. Callin ne répondit pas. Orion posa la tête sur son genou, ses yeux d'ambre levés calmement vers lui.
Dehors, la ville passait au crépuscule, les réverbères s'allumaient un à un. Quelque part, un enfant dormait sous surveillance médicale, tandis que la femme qui l'avait brisé était derrière des portes d'acier. Et pourtant, au milieu de toute cette laideur, il restait quelque chose qui ne mourrait pas, peut-être l'espoir, ou simplement cet instinct obstiné de protéger. Câlin se pencha, gratta doucement l'oreille d'Orion. « Bon travail aujourd'hui, partenaire. » La queue du chien battit une fois contre le sol. De l'autre côté de la vitre, la silhouette de Paris s'éteignait dans une lumière dorée et fatiguée, la même qui, ce matin-là, avait vu surgir un cri. Demain viendraient les questions, les enquêtes et les gros titres. Mais pour cette nuit, le capitaine Stone laissa le silence régner, sachant que quelque part dans un lit d'hôpital, un petit garçon venait de survivre pour voir une autre aube. Le lendemain se leva pâle et froid sur la région parisienne. Le ciel bas et gris semblait ne pas s'être remis de ce qu'il avait vu la veille. Dans les couloirs de l'hôpital, Necker enfant malade, flottait une odeur légère de désinfectant et d'écorce d'orange laissée par les chariots du petit déjeuner. Les néons bourdonnaient doucement, répandant une fausse sérénité. Le capitaine Callan Stone avançait d'un pas mesuré, uniforme, impeccablement repassé, mais les yeux fatigués. À ses côtés, Orion Berger allemand de 4 ans, robe noire et faux vieux d'ambre attentif, marchait au même rythme harnais, remplacé par un simple collier de thérapie. Les infirmières esquissaient un sourire en les voyant passer. Le duo avait déjà marqué les esprits. Callan s'arrêta devant la chambre 214 où Léo Brooks reposait sous des draps blancs. Le corps frêle de l'enfant formait à peine une bosse sous la couverture. Ses poignets étaient encore bandés et une marque légère sur son bras racontait l'histoire de l'injection. Les machines vibraient doucement à côté du lit. Le docteur Iris Thorne, la quarantaine grand, un peu voûté, consultait les constantes de l'enfant sur une tablette. Ses cheveux poivres et celles encore humides trahissaient une douche précipitée. Sa cravate mal nouée pendait de travers. Il se retourna à l'entrée de Callan. « Il a passé la nuit, » dit-il doucement. « Les sédatifs sont éliminés maintenant, mais c'était de justesse. 5 minutes plus tard... » Il secoua la tête. La mâchoire de Callan se crispa. « On a eu de la chance. » Thorne esquissa un demi-sourire fatigué. « Je ne crois pas à la chance, capitaine. Je crois au timing. Et à l'instinct, le vôtre et celui de votre partenaire. » Son regard descendit vers Orion, assis vigilant, les yeux fixés sur le garçon. « Ce chien sait que ce n'est pas fini. » Du couloir parvint un léger claquement de talons. La lieutenant Capour entra un dossier sous le bras. Sa veste avait été remplacée par un simple gilet, mais sa posture demeurait impeccable. « Bonjour. » Elle posa le dossier sur la table et sortit quelques photographies. « J'ai passé la nuit sur les analyses de la maison. Vous devriez voir ça. » Elle montra une photo. La seringue contenait bien du diazépam, un vieux sédatif, mais à une dose triple de celle utilisée chez l'adulte. Et la pomme. Elle marqua une pause, tapotant l'image du doigt. Ce n'était pas qu'un support. Elle y avait gravé un mot. Elle fit glisser la photo vers eux. Sur la peau de la pomme, on lisait « obèse ». Le docteur Thorne fronça les sourcils. Ce n'était pas du traitement. C'était du contrôle. Rihanna acquiesça. Exactement. Elle ne voulait pas le calmer. Elle voulait le briser. Ces rituels, presque symboliques, transformaient quelque chose de bon, de nourrissant en punition. Sa voix s'abaissa. Ce n'est plus de la logique. C'est de la pathologie. Callan resta silencieux, mais l'image de cette pomme luisant sous le soleil lui revint comme une plaie qui se rouvre. Quelques heures plus tard, alors qu'il finissait ses rapports au poste infirmier, un cri d'enfant déchira le couloir. Un cri brut aigu, celui qui transperce les nerfs d'instinct. La tête de Callan se releva d'un coup. Les oreilles d'Orion se dressèrent. Sans attendre, ils se mirent à courir. Dans la chambre de Léo, le chaos éclata.
Le petit garçon se débattait, arrachait sa perfusion, haletait dans une terreur absolue. Une infirmière tenta de le calmer, la voix tremblante. « Léo, ça va, t'es en sécurité ?» Mais le cri de l'enfant couvrit ses mots. Il griffait son propre bras, là où le pansement reposait, les yeux écarquillés d'une peur primitive. Le docteur Iris Thorne surgit derrière Calline, lançant des ordres. « Tenez-le doucement, pas de sangles. » Le personnel tenta, mais Léo se débattait plus fort, encore, renversant un plateau d'instruments sur le sol. Calline resta figée un instant, observant cette terreur qu'aucune voix humaine ne pouvait atteindre. Puis Thorne cria par-dessus le vacarme. « Capitaine, votre chien, il est certifié. » « Oui. » Calline cligna des yeux, reprenant ses esprits. « Oui, docteur certifié pour la thérapie. »« Alors amenez-le vite. » Calline n'hésita qu'une seconde pour saisir la muselière souple dans sa sacoche. « Au pied !» ordonna-t-il calmement en la fixant sur le museau d'Orion. Le chien obéit, queue basse, regard sûr. Dès qu'Orion entra, quelque chose changea. L'air sembla s'alléger. Léo s'immobilisa en plein cri, poitrine haletante, yeux fixés sur le berger allemand, immobile, dans l'embrasure de la porte. Les infirmières reculèrent incertaines, mais pleines d'espoir. Calline s'agenouilla près d'Orion et donna un simple ordre, « Reste ». Le chien s'allongea lentement près du lit, sans bouger, sans aboyer. Ses yeux d'ambre calmes et patients ne portaient ni menace ni jugement, seulement une compréhension silencieuse. Pendant plusieurs secondes, Léo le regarda. Son tremblement diminua. Le bip de l'oxygène se stabilisa. Il replia. Ses genoux murmura quelque chose d'à peine audible, son premier son, depuis les hurlements. Puis, épuisé, il s'affaissa contre l'oreiller et s'endormit. Thorne relâcha un long soupir. C'était extraordinaire. Calline caressa la nuque d'Orion. Il sait quand quelqu'un se noie de l'intérieur. Le médecin passa une main sur ses tempes. Vous venez peut-être d'ouvrir la première porte thérapeutique pour cet enfant. Quand les infirmières quittèrent de la chambre, Thorne resta avec Calline. À travers la vitre, ils observaient Léo paisiblement endormi. Orion allongé en sentinelle au pied des sentiers, au pied du lit. Le docteur parla à voix basse. Vous ne croyez pas parfois que ce ne sont ni la médecine, ni la justice qui sauvent les gens, mais ces créatures qui n'ont pas besoin de comprendre la douleur pour l'apaiser. Calline le fixa calmement. Peut-être, ou peut-être qu'elle nous rappelle simplement comment faire confiance à nouveau. Un peu plus tard dans le couloir, Reena Kapoor le rejoignit. « J'ai vu les enregistrements, dit-elle. Les caméras ont tout capté. Votre chien vient peut-être de prouver un nouveau modèle de thérapie. » Calline esquissa un sourire fatigué. « C'est lui la meilleure moitié de l'équipe. » Elle lui tendit un autre document. Au fait, Éléonore passe son évaluation psychiatrique préliminaire. L'expert rapporte qu'elle ne cesse de répéter une phrase. L'enfant était choisi. La pomme révèle la vérité. Calline fronça les sourcils. Choisi pourquoi? Reena haussa les épaules. Aucune idée. Peut-être un délire. Mais c'est clair, ce n'était pas seulement de la maltraitance. C'était une mythologie personnelle. Une prophétie tordue à laquelle elle croyait. Calline replia le papier, le glissa dans sa poche. Quelle qu'elle soit, elle s'arrête ici. Cette nuit-là, le ciel de Paris miroitait contre les vitres de l'hôpital. Calline était assis devant la chambre de Léo Orion, endormi à ses pieds. Le couloir baignait dans une lumière douce, seulement troublée par la lueur des moniteurs. À travers la vitre, on voyait Léo recroquevillé sous la couverture, une main posée près du bord du lit, à quelques centimètres du chien endormi. « Beau travail, partenaire », murmura Calline. La queue d'Orion remua une fois comme s'il comprenait même en dormant. Le docteur Thorne passa un café à la main. « Vous restez toute la nuit. »« Quelqu'un doit bien le faire. » Thorne esquissa un sourire. « Je vais vous faire apporter un lit pliant. »
Considérez que c'est une prescription médicale. Kalin laissa échapper un léger rire usé mais sincère. Dehors, la ville ronronnait sirènes, lointaines moteurs, vent nocturne. À l'intérieur, pour la première fois depuis le sauvetage, il y avait la paix, celle que seul le silence et les battements réguliers d'un cœur de chien peuvent offrir. Le lendemain matin, le ciel gris et bas enveloppait Paris d'une brune fine. La pluie ne tombait pas, elle flottait floutant le monde en nuances d'argent. L'hôpital, Necker enfant malade, paraissait plus silencieux que d'ordinaire. Ses couloirs de verre renvoyaient les bruits feutrés de pas et le bourdonnement discret des machines. L'air sentait la bouillie d'avoine et l'antiseptique, une odeur devenue partie intégrante du lieu. Le capitaine Kalin Stone arriva de bonne heure, son uniforme bleu, marine impeccable, malgré les cernes d'un homme qui n'avait pas dormi depuis des jours. À ses côtés, Orion 4-1, robe noire et fauve lustrée sous la lumière artificielle, avançait calmement les oreilles attentives au moindre bruit derrière les murs. Dans la chambre 214, Léo Brooks était assis sur son lit, les bras maigres enroulés autour de ses genoux. Les infirmières avaient doucement brossé les cheveux de Léo, mais son visage portait encore les ombres de nuit sans sommeil. Il fixait la fenêtre sans ciller, suivant du regard la pluie qui dessinait des lignes sur la vitre. L'enfant ne parlait pas. Il n'avait pas prononcé un mot depuis la veille. Mais lorsque Orion entra dans la chambre, ses yeux s'animèrent à peine, comme si une flamme venait de se rallumer quelque part au fond de lui. Debout près du lit, se tenait le docteur Iris Thorne, grand voûté, sa voix calme, remplissant souvent la pièce d'une autorité douce. Il leva les yeux vers Kalin et acquiesça. Il recommence à s'alimenter un peu. Rien de solide, uniquement des liquides, dit-il. Mais son angoisse explose dès qu'on évoque les repas. Ce n'est plus une phobie, c'est un traumatisme inscrit en profondeur. Kalin regarda Léo, son expression adoucie. Combien de temps avant que les services sociaux interviennent? Comme en écho, on frappa à la porte. Un homme entra, Marc Finot, la quarantaine, travailleur social de l'aide sociale à l'enfance ASE. Grand, un peu large d'épaules, cheveux châtain clair marqués de gris aux tempes. Son imperméable beige ouvert sur une chemise à carreaux laissait voir des poignets de manches élimés, détails discrets, d'années passées sur le terrain. Ses yeux étaient bienveillants de ceux qui ont trop vu la détresse, mais refusent de cesser d'y croire. « Capitaine Stone », dit-il chaleureusement en tendant la main, « j'ai lu votre rapport. Je voulais vous remercier, vous et votre partenaire. » Son regard se posa sur Orion. « Il est magnifique. » Orion pencha la tête comme s'il comprenait le compliment. Kalin esquissa un léger sourire. « C'est grâce à lui si le garçon est encore là. » Marc observa Léo silencieux sous sa couverture. Sa voix s'abaissa. « Pauvre petit, nous avons confirmé les charges contre la mère maltraitance aggravée sur mineure administration de substances contrôlées et tentative d'homicide. Le parquet gérera la procédure, mais ses droits parentaux sont révoqués depuis ce matin. » Thorne soupira. « C'est un début. » Marc hocha lentement la tête. « J'assurerai le suivi de Léo jusqu'à son placement, mais pour l'instant, son état psychique rend ça impossible. Il présente du mutisme sélectif, une cybophobie sévère et des signes de dissociation post-traumatique. Il n'est pas prêt à être déplacé. » Kalin fronça légèrement les sourcils. Il a besoin de continuité. Orion l'aide à se stabiliser. Peut-être que ce lien pourrait faire partie du plan. Marc l'observa intrigué. « Vous parlez comme quelqu'un qui a déjà fait ça. » Kalin haussa les épaules. « Non, j'apprends en avançant. » Quelques heures plus tard, pendant une séance de thérapie planifiée, Léo rencontra une nouvelle spécialiste docteur, Alina Graves. Une trentaine d'années petite, aux yeux verts perçants et aux cheveux blonds coupés net au niveau de la nuque. Elle portait un chemisier fleuri sous un gilet blanc et parlait d'une voix douce, rodée, celle de quelqu'un qui avait souvent travaillé avec des enfants apeurés. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que la confiance de Léo ne se bâtissait pas avec des mots. « Bonjour Léo.
dit-elle gaiement en sortant une petite boîte métallique de son sac. J'ai apporté quelque chose de gentil aujourd'hui. Elle sourit l'ouvrant pour révéler des cookies faits maison. Regarde des simples pépites de chocolat. Mon fils en raffole. Le docteur Thorne se tenait à proximité vigilant. Callan et Orion, comme convenu, attendaient dans le couloir observant à travers la petite vitre de la porte. Il vit les épaules de Léo se raidir dès que le biscuit apparut. La voix de la thérapeute resta douce. « Tu n'as pas à le manger, tu peux juste le tenir. » Ou le sentir. Parfois, ça aide à se souvenir des choses agréables. La respiration de Léo s'accéléra. Il secoua la tête, serrant la couverture entre ses doigts. La docteure fit un pas de plus, le biscuit encore tendu dans sa main. Il n'en fallut pas davantage. Le cri de Léo déchira la pièce aiguë désespérée, saturée de panique. Il lança le biscuit au sol, les miettes éclatant sur le carrelage. Sa chaise bascula quand il bondit dans le coin, se recroquevillant contre le mur, se balançant frénétiquement. Il commença à se frapper doucement la tête contre le plâtre marmonnant des mots incohérents. « Léo !» Thorne intervint aussitôt, arrêtant la thérapeute d'un geste ferme. « Ne le touchez pas. » Il se tourna vers le couloir. Callan surgit presque en même temps, Orion. Orion à ses côtés, sans harnais, sans muselière. Le chien s'arrêta à 2 mètres de l'enfant, puis s'abaissa lentement au sol. Tête inclinée, oreilles baissées, posture apaisée. Il ne bougea pas, ne jappa pas. Il respira simplement. Ce souffle régulier profond devint une ancre dans la tempête de panique. Léo s'immobilisa, yeux rouges et pleins de larmes fixant le chien. Le regard d'Orion, ambré calme, attendait sans ciller. Lentement, l'enfant rampa vers lui, tremblant jusqu'à poser ses petits doigts dans la fourrure chaude du berger allemand. Le silence qui suivit parut sacré. Callan resta immobile, une main posée sur sa ceinture, l'autre appuyée contre le mur pour se stabiliser. Le docteur Thorne expira longuement. « C'est la seule chose qui fonctionne », murmura-t-il. La docteure Grave, bouleversée, laissa transparaître une culpabilité vive sur son visage. « Je ne voulais pas... » Thorne l'interrompit avec douceur. « Personne ne vous blâme. Mais ce traumatisme n'est pas clinique, il est primitif. Chez lui, manger est associé à la punition. Toute tentative de thérapie classique le replongera dans la peur. » Marc Finot, arrivé en plein milieu de la crise, après avoir entendu le vacarme, entra discrètement. Son imperméable était encore trempé, ses cheveux dégoulinaient sur le sol. Il observa le petit garçon blotti contre le poitrail du berger allemand et son regard s'adoucit. « Cela change tout, » dit-il calmement. « Il va falloir adapter notre approche. » Ce soir-là, le docteur Thorne réunit Callan et Marc dans son petit bureau tapissé de dessins d'enfants et de dossiers médicaux. « Le système classique ne suffira pas, » commença-t-il. « Nous devrons demander un accueil thérapeutique spécialisé, quelque chose d'exceptionnel. » Marc se massa les tempes. « Je vais lancer la procédure, mais il me faut une justification officielle, un élément concret liant Orion au plan de rééducation. » Callan hocha la tête. Il est certifié double mission K9 tactique et soutien émotionnel pour mineurs. Je peux fournir les attestations. Thorne esquissa un mince sourire. Parfait. Alors rendons cela officiel. Si Léo doit un jour remanger, reparler, revivre, il aura besoin d'Orion. Il marqua une pause, puis ajouta d'une voix plus douce. Et peut-être de vous aussi. Callan resta silencieux, fixant par la fenêtre les rues luisantes sous la pluie. Enfin, il répondit simplement. « On restera, jusqu'à ce qu'il soit prêt. » La tempête s'était calmée quand Callan revint vers la chambre de Léo. À travers la vitre, il vit l'enfant endormi, Orion recroquevillé à ses pieds protecteurs. La boîte à biscuits cabossée gisait toujours sur le sol, témoin muet du long chemin à parcourir. Callan murmura à voix basse. « On ira doucement, petit. Un jour à la fois. »
Et pour la première fois ce jour-là, la pluie de Paris sonnait presque comme une berceuse. Quelques semaines plus tard, dans la petite commune de Saint-Cloud, le tumulte parisien s'effaçait derrière les collines et les pins. Le soleil d'après-midi baignait les rues d'une lumière dorée, peignant les clôtures en or et les nuages en lavande. Une brise portait le parfum sucré du sucre brun du beurre et de la cannelle, l'odeur réconfortante du foyer. Le capitaine Callan Stone roulait lentement dans sa Peugeot sérigraphiée. Police nationale, le logo scintillant au soleil. À côté de lui, Orion le berger allemand de 4 ans tenait la tête haute et les yeux vifs, comme s'il pressentait l'importance de cette journée. À l'arrière, un petit sac de sport appartenant à Léo contenait un chien en peluche dépassant de la fermeture éclair. Ils s'arrêtèrent devant une maison basse à volets bleus et balançoires blanches sur la véranda. Des jardinières débordantes de soucis illuminaient les fenêtres. C'était une image de douceur, le genre de maison qui semblait avoir toujours attendu un enfant. Sur le perron se tenait Madame Aradoun, la famille d'accueil, désignée par l'ASE. La soixantaine bien entamée, taille moyenne, cheveux argentés, relevés en chignon souple, regard noisette, derrière de fines lunettes ovales. Sa peau ridée respirait la sérénité, et son sourire à la fois doux et assuré inspirait immédiatement confiance. Elle portait un cardigan crème, sur une longue jupe fleurie, les mains encore couvertes de farine preuve qu'elle venait de cuisiner. En agitant la main vers eux, ses gestes étaient lents mais sûrs, ceux d'une femme habituée à s'occuper de ce qui est fragile. « Vous devez être le capitaine Stone », dit-elle d'une voix calme et mélodieuse. « Et ce beau chien, c'est Orion. » Callan esquissa un sourire discret. « Oui, madame. Il est plus populaire que moi ces temps-ci. » Ara rit doucement en rire qui rappelait un carillon de vent. « Tant mieux, on aura besoin de lui. » À ce moment, Marc Finot arriva à son tour, quittant une voiture stationnée derrière celle de Callan. Il semblait le même qu'à l'hôpital, fatigué, mais solide, son imperméable troqué contre une veste en laine brune. « Bonjour, Ara, » dit-il d'un ton chaleureux. « Tout est prêt. Draps frais, couverture moelleuse et cookies aux pépites de chocolat, » répondit-elle avec un clin d'œil. « Je tiens toujours parole, et aucune pomme ici, jamais. » L'intérieur de la maison était un havre de chaleur et de senteur. Les murs de la cuisine étaient peints d'un jaune doux, bordés d'étagères chargées de livres de recettes et de théières en céramique. Une bouilloire de tisane à la camomille diffusait de la vapeur. Le parfum des cookies remplissait l'air dense, rassurant presque vivant. Près de la porte se tenait Léo Brooks, 7 ans serrant un petit jouet en peluche contre sa poitrine. Son corps frêle semblait perdu dans le grand pull qu'il portait. Ses cheveux bruns tombaient devant ses yeux grands ouverts, où se lisaient la curiosité et la prudence. Le petit corps de Léo semblait presque se perdre dans le grand sweat qu'il portait. Ses cheveux bruns foncés retombaient légèrement sur ses yeux grands et prudents, scrutant chaque recoin de la pièce. Ara s'accroupit à sa hauteur, le ton doux mais assuré. « Bonjour Léo, tu peux m'appeler Ara si tu veux. » Elle esquissa un sourire désignant le four. « Tu sens cette odeur. » « C'est mon arme secrète, les cookies. Ici à la maison, il n'y aura jamais de pommes. Seulement des cookies, des tartes, et parfois des muffins, si on se sent d'humeur raffinée. » Les lèvres de Léo tressaillirent une ombre de sourire, mais aucun mot ne sortit. Son regard glissa vers Orion, assis calmement, près de Callan, la queue battant une fois sur le sol. Le chien inclina la tête, puis s'avança lentement venant s'asseoir juste devant le garçon. Il ne quémanda pas d'attention. Il attendit simplement. Léo tendit une main hésitante effleurant la fourrure d'Orion pendant une seconde avant de la retirer. Mais cette seconde suffit. Marc Finot, les bras croisés, observait la scène. « Il réagit plus vite que je ne l'aurais cru », murmura-t-il. Le docteur Thorne, venu superviser la transition, entra peu après.
Toujours vêtu de sa blouse blanche, par-dessus un pull bleu marine, ses lunettes étaient légèrement embuées par l'air frais de dehors. « Les transitions sont toujours délicates, » dit-il d'une voix mesurée. « S'il se sent en sécurité ici, c'est déjà notre première victoire. » Ara se tourna vers Callen. « Vous et Orion, vous viendrez souvent. »« Oui, sous la supervision de la SE, » répondit-il. Marc ajouta. « C'est la première fois qu'on tente ce protocole, mais si ça marche, ça pourrait faire école. Le rapport l'appelle thérapie intégrée assistée par chien de soutien. Ça sonne sophistiqué, mais en réalité, c'est juste une histoire de confiance. » Ara sourit tendrement. La confiance et les cookies, deux choses dont le monde manque cruellement. À la tombée du jour, Callen et Orion restèrent pour la première séance officielle. Léo était assis à la table de la cuisine, les jambes suspendues dans le vide, les balançant nerveusement. Ara se déplaçait calmement dans la pièce, sortant du four des plaques de cookies dorés. L'odeur du chocolat fondu emplissait la maison douce et réconfortante. Elle posa une petite assiette devant Léo. « Tout juste sorti du four, » dit-elle doucement. « Pas d'obligation, tu peux simplement les sentir. » Léo se pencha fronçant légèrement le nez à cause de la vapeur chaude. Ses mains tremblaient sur ses genoux. Il jeta un coup d'œil vers Callen, assis un peu plus loin, un carnet ouvert devant lui, qu'il avait complètement oublié. Sur le sol, Orion reposait la tête entre les pattes, le regard tranquille. Ara prit un cookie et le posa à mi-chemin entre eux. « Quand j'étais petite, dit-elle. Ma grand-mère faisait des gâteaux quand j'avais peur. Elle disait « Le sucre ne guérit pas la douleur, mais il te rappelle que la vie peut encore être douce. » Léo ne bougea pas. Callen parla alors d'une voix apaisée. « C'est sûr, Léo. Orion les a déjà vérifiés. » À la mention de son nom, le chien leva la tête, renifla doucement le cookie, puis fixa Léo, avant de souffler comme pour dire « Tu vois, tout va bien. » Léo cligna des yeux, puis d'une main tremblante, il saisit le biscuit. Un instant, il le tint seulement les yeux brillants, puis lentement, il mordit dedans. Un léger craquement, puis le silence. Les yeux d'Ara s'emplirent de larmes. Callen observait le garçon mâcher les lèvres tremblantes. Et soudain, un véritable sourire naquit sur le visage de Léo. Timide, incertain, mais éclatant. Le genre de sourire qui dit qu'une lumière vient de se rallumer à l'intérieur. Thorne soupira doucement. « Le voilà, » murmura-t-il. « Le premier pas. » Léo leva les yeux des miettes sur les doigts, regardant Orion, comme pour lui dire « merci ». Le chien remua la queue une seule fois dans un calme parfait. Marc se pencha vers Callen. « 15 ans que je fais ce métier. Je n'ai jamais rien vu de tel. » Callen esquissa un sourire discret. « Moi non plus. » La soirée s'écoula ensuite en une série de petites victoires. Léo accepta un deuxième cookie, rit doucement quand la queue d'Orion effleura sa jambe et hocha la tête quand on lui proposa un verre de lait chaud. Ce n'était pas grand-chose. Mais pour ceux qui regardaient, c'était immense. Au moment de partir, Callen s'accroupit à côté de lui. « On reviendra bientôt, d'accord, Orion va s'ennuyer de toi. » Léo hésita puis murmura quelque chose d'à peine audible. « Promis. » Callen hocha la tête. « Promis. » Dehors, l'air était frais et parfumé de vanille et de beurre chaud. Alors que Callen et Orion regagnaient la voiture, la lumière du Porsche brillait derrière eux, comme un phare doré dans la nuit. Par la fenêtre, Léo se tenait aux côtés d'Ara regardant. Il leva une petite main pour saluer. Callen fit de même. Orion aboya doucement un son grave et apaisant avant qu'il ne s'éloigne. Ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, Léo s'endormit sans cauchemar. L'odeur sucrée des cookies flottait encore dans l'air douce et légère, l'enveloppant comme une berceuse. Le lendemain, le soleil de printemps se leva sur la campagne française dorée et tendre. La neige des collines s'était effacée, laissant place à des champs verts
constellée de petites fleurs bleues. Aux abords du village, la maison Dune brillait sous la lumière de l'après-midi, un petit cottage blanc, entouré d'odeurs de terre humide, de cookies et de lilas en fleurs. Des oiseaux chantaient sur la rambarde du porche, et l'on entendait au loin le tintement d'un arrosoir. Ara s'occupait de ces fleurs avec la patience de ceux qui savent que tout même la guérison demande du temps. Dans le jardin, Léo Brooks était agenouillé dans la terre, les doigts enfoncés dans le sol meuble, près d'un parterre de soucis. Le soleil accrochait ses cheveux bruns dorés, leur donnant des reflets de miel. Il restait mince, mais n'avait plus cet air fragile. Ses joues reprenaient des couleurs, même s'il n'avait pas reparlé depuis ce murmure de promesses quelques semaines plus tôt. Quelque chose en lui changeait lentement, profondément. Ara l'observait depuis le porche. « Doucement avec les racines, mon grand, » dit-elle d'une voix douce. « Elles sont timides un peu comme nous. » Léo hocha la tête en silence, essuyant la terre de ses mains. À ses côtés reposait Orion, le berger allemand de 4 ans, sa robe noire et fauve, brillant au soleil. Ses oreilles frémissaient à chaque bruit, un piaillement, le vrombissement lointain d'une voiture, mais son attention restait fixée sur Léo. Le chien était devenu son ombre, le suivant de la cuisine au jardin, jusqu'à l'heure du coucher. La nuit. Orion dormait au pied du lit, une patte posée sur la couverture, comme s'il veillait sur un monde fragile qui pourrait se briser s'il le quittait. Lorsque le capitaine Callan Stone arriva cet après-midi-là, le portail grinça. Les oreillers d'Orion se dressèrent aussitôt. Callan entra vêtu non pas de son uniforme bleu marine, mais d'un simple pull gris, et d'un jean son allure détendue lui donnant un air plus doux. Le vent léger souleva ses cheveux, brun foncé. « Bonjour, Ara », salua-t-il en posant un sac en papier sur la table du porche. « Des cookies aux pépites de chocolat encore. Je te rassure, aucune pomme. » Ara sourit. « Tu apprends vite. » Elle versa du thé pour eux deux, jetant un regard vers le jardin. « Il t'attend. » Le regard de Callan s'adoucit en voyant Léo. L'enfant s'appliquait à aligner de petits pots d'herbes aromatiques concentrés comme un jardinier miniature. « Il a de l'or dans les mains, » observa Callan. « Il écoute, » répondit Ara. « Il ne parle pas, mais il écoute tout la terre, le vent, ton chien. Je te jure qu'Orion lui enseigne mieux que n'importe quel thérapeute. » Callan sourit doucement. Orion a plus de patience que bien des hommes. Il s'avança vers le jardin. Orion bondit pour l'accueillir, la queue battant une fois avant de revenir se poster à côté de Léo. « Salut partenaire, » dit Callan en s'accroupissant près du garçon. « Je t'ai apporté quelque chose. » Il sortit du sac un petit lion en bois, sculpté à la main lustré par le ponçage. « Je l'ai fait la semaine dernière. Je me suis dit qu'il te plairait. » Léo regarda le lion, les yeux écarquillés. Ses doigts tremblèrent légèrement en le prenant. Il en suivit la crinière du bout du doigt. Le jouet était petit mais solide comme lui. Il ne parla pas, mais son regard disait tout. Callan esquissa un sourire. « Tu sais, quand j'étais petit, je pensais que les lions étaient les créatures les plus courageuses du monde. Mais la vérité, c'est qu'ils ont peur eux aussi. Ils ne restent juste pas prisonniers de cette peur. » Léo leva brièvement les yeux, puis hocha la tête, serrant le lion contre sa poitrine, durant l'heure suivante. Callan aida à quelques bricoles, resserrer une charnière, remplir la gamelle d'Orion, respirer simplement le rythme tranquille de la vie. Ce genre de paix était rare pour lui, et pour Léo c'était encore une découverte. Quand le soleil commença à descendre, Léo et Orion jouaient dans le jardin, lancés de balles poursuites de papillons. Callan, assis sur les marches du porche, tenait une tasse de café entre ses mains. Ara le rejoignit, essuyant ses mains sur son tablier. « Il sourit davantage maintenant, » dit-elle doucement. « Parfois, il fredonne quand il arrose les plantes. » Callan hocha la tête. « Il réapprend à se sentir en sécurité. » Ils se turent observant Orion pousser doucement le bras de Léo, avec son museau déclenchant un rire muet.
Et soudain, la paix se brisa. De l'autre côté de la clôture, un aboiement puissant rauque éclata agressif. Un grand chien brun, échappé d'un jogger, surgit en direction du jardin, crocs découvert, aboyant furieusement. Le son déchira le calme de l'après-midi. Léo se figea. Ses petites mains se crispèrent sur le lion en bois au point de presque le briser. Son visage se vida de toutes couleurs. Sa respiration devint courte, hachée, la panique montant comme une vague. Il recula les yeux écarquillés, les larmes jaillissant. Le monde se brouilla bruit et peur confondue, mais avant que quiconque ne réagisse, Orion bougea. Le berger allemand bondit devant Léo d'un seul élan, se plaçant entre lui et la clôture. Son corps se tendit posture de défense. Le poil hérissé, la queue droite, les oreilles pointées. Il aboya une seule fois un grondement profond, éclatant comme un tonnerre. Le chien inconnu s'arrêta net surpris. Puis, couinant de peur, il recula et disparut au coin de la rue. Câline était déjà à mi-chemin du jardin, sa voix ferme mais posée. « C'est bon, Orion. Repos. » Le chien relâcha lentement la tension, bien que son regard restât vigilant, jusqu'à ce que la menace disparaisse complètement. Léo tremblait les mains sur les oreilles et larmes, traçant des sillons sur ses joues. Câlin s'agenouilla près de lui, posant une main douce sur son épaule. « Tout va bien. Il est parti, d'accord. Tu es en sécurité. » Orion s'approcha doucement, enfonçant son museau dans la paume de l'enfant. Léo s'accrocha à sa fourrure, pleurant sans un son. Câlin plongea son regard dans celui du garçon et parla d'une voix basse et calme. « Tu es bien plus courageux que tu ne le crois, Léo. Tu as un lion à l'intérieur de toi. Il est temps de le laisser rugir. » La respiration du garçon se bloqua. Il secoua la tête, les larmes toujours aux yeux. Câline reprit plus grave, mais toujours apaisant. « Tu peux le faire, petit. Vas-y, dis-lui de s'en aller. » Orion aboya une fois comme pour encourager. Quelque chose s'alluma dans la poitrine de Léo, une étincelle fragile, mais farouche. Ses lèvres tremblèrent puis s'entr'ouvrirent. Il inspira profondément, serra les poings et cria rauque déchirant « Va-t'en !» Le son sortit rugueux brisé, mais bien réel. Un instant, le monde sembla suspendu. Même les oiseaux s'étaient tus. Ara porta une main à sa bouche, les yeux embués. Câlin sentit sa gorge se serrer. Léo regarda ses mains stupéfait, du son qui venait de lui échapper. Puis, à travers les larmes, il murmura de nouveau plus bas mais plus sûr. « Va-t'en !» Câlin sourit à travers la douleur dans sa poitrine. « Voilà, petit, c'est ton rugissement. » Léo se jeta dans les bras d'Orion, sanglotant contre sa fourrure. Le chien lui lécha doucement la joue, émettant un petit gémissement tendre. Ara s'approcha, sa voix tremblante. « Mon petit lion courageux, tu as retrouvé ta voix. » Le soleil descendait derrière les collines, peignant le ciel d'ambre et de rose. Le jardin retrouva son calme, seulement troublé par la respiration apaisée de Léo levé contre Orion. Câlin se releva lentement, un sourire discret au coin des lèvres. Plus tard, lorsque l'air devint plus frais, Arara tendit à Câlin un panier enveloppé d'un linge. « Des cookies pour la route. Tu lui as rendu quelque chose qu'aucun médicament n'aurait pu. » Câlin secoua la tête. « Non, c'est lui qui l'a retrouvé. Nous avons juste rappelé que c'était encore là. » Il jeta un dernier regard vers le porche. Léo jouait tranquillement avec Orion, sous la lumière dorée, le petit lion en bois posé à côté d'eux. Lorsque Câlin et son chien prirent enfin la route, Léo fit signe de la main depuis les marches. Il ne parla plus ce soir-là, mais dans le silence de la maison, son petit rugissement semblait encore flotter assez fort pour tout changer. Le matin de l'audience se leva clair et frais parfumé de lilas et de pavés mouillés par la pluie. Le centre-ville de Paris brillait sous la lumière du printemps. Le palais de justice dressait sa façade de pierre et de verre comme une vieille forteresse.
À l'intérieur, les couloirs de marbre vibraient du murmure des voix avocats, greffiers, familles en attente. Le capitaine, Callan Stone, se tenait près de l'entrée latérale, costume bleu, nuit impeccable, posture droite. Pas d'uniforme aujourd'hui, seulement la présence calme d'un homme habitué au lieu où se croisent vérité et douleur. À ses côtés, Orion collier de cuir simple. Au cou observait chaque passant, oreille frémissante au moindre écho. Au bout du couloir apparut Marc Finot, le travailleur social de l'ASE. Sa veste beige légèrement froissée, sa cravate desserrée, mais son regard restait solide. « Bonjour, Callan », dit-il d'un ton bas et rassurant. « Le juge reçoit à huis clos en salle familiale. Ce sera confidentiel. »« C'est mieux. Moins de pression pour Léo, » répondit Callan. Marc soupira en se frottant la nuque. Il s'est entraîné à parler un peu. Ara fait des gâteaux depuis 5 heures ce matin pour calmer ses nerfs. Callan esquissa un sourire. Sa thérapie marche mieux que beaucoup d'autres. Ils entrèrent dans la salle d'attente attenante à la petite chambre du juge. À travers la paroi vitrée, Ara Dune était assise sur un banc de bois, les mains jointes sur ses genoux. Elle portait un cardigan bleu pâle, ses cheveux argentés soigneusement attachés. À côté d'elle, une boîte en fer entourée d'un ruban encore tiède laissait flotter une odeur de cookies au chocolat douce et familière. Assis non loin, le docteur Thorne, vêtu d'un costume gris foncé, à la place de sa blouse, feuilletait un dossier médical. Il leva les yeux vers Callan, un éclat de bienveillance au fond du regard. « Notre petit est plus fort qu'on ne l'imaginait », murmura-t-il. « Il lit maintenant surtout des livres d'images. Mais c'est un vrai progrès. » Callan s'appuya contre le mur Orion. Couché à ses pieds. « Il a de bons professeurs », répondit-il simplement. La porte voisine s'ouvrit, laissant paraître la commissaire Rina Kapoor, cheveux noirs tirés en queue de cheval, un classeur à la main. « La défense de Vance va plaider l'irresponsabilité atténuée, » dit-elle à voix basse à Marc Finot. Mais l'évaluation psychiatrique est claire. Elle savait ce qu'elle faisait. Le procureur a proposé un accord internement à vie sans libération et retrait définitif de l'autorité parentale. Marc soupira. C'est le plus proche de la justice qu'on obtiendra. Callan tourna la tête vers la pièce attenante, séparée par une vitre. Là, Léo Brooks attendait avec une avocate des enfants. Chemise claire, pantalon beige, cheveux coupés, net le teint désormais sain. Mais ce qui frappa Callan, c'était sa sérénité. Le garçon caressait doucement la médaille d'Orion, lui murmurant quelque chose. Le chien remua la queue en réponse. « Prêt ?» demanda Marc. « Oui », répondit Callan. « Il est prêt. » La salle d'audience était plus petite que Léo ne l'avait imaginé. Une lumière dorée filtrait des hautes fenêtres, faisant danser la poussière dans les rayons. Au siège principal trônait la juge Marguerite Rive, la 60aine cheveux, argentée relevée en chignon serré. Sa robe noire impeccable contrastait avec la douceur de son regard. Tout Paris la connaissait pour son empathie dans les affaires judiciaires familiales et pour le parfum discret de lavande qu'elle laissait dans son sillage comme une étreinte de grand-mère. Quand l'audience débuta, l'air se figea. Éléonore Vance était assise à la table de la défense. Autrefois élégante, elle paraissait à présent pâle, presque cassante. Ses cheveux auburn étaient en désordre, ses mains tremblaient sur ses genoux. Un simple pull gris remplaçait la prestance d'autrefois. Ses yeux vides n'étaient plus que des fenêtres sans lumière. Le procureur prit la parole. En premier, il exposa l'effet de la seringue, la pomme gravée du mot « obéisse ». Les rapports médicaux, le traumatisme de l'enfant, puis vinrent les témoignages. Marc Finot parla d'une voix égale, mais lourde. Léo a été retrouvé ligoté, déshydraté et sous sédatif à forte dose. Sa survie n'a été possible que grâce à l'intervention rapide du capitaine Stone et du chien K9 Orion. Depuis son placement chez Madame Dune, l'enfant a connu une récupération remarquable tant physique qu'émotionnelle. Le docteur Thorne suivit le ton ferme mais ému. 20 ans que je traite des traumatismes, mais je n'ai jamais vu un rétablissement pareil.
L'équilibre du patient, la constance des soins et le lien affectif entre l'enfant et son chien thérapeute sont sans précédent. Puis ce fut au tour d'Aradoun. Ses mains tremblaient un peu en jurant sur la Bible. « Madame la juge, je ne suis plus jeune. » Mais quand ce garçon est entré dans ma maison, quelque chose a changé. Je lui ai promis qu'ici, il n'y aurait jamais de pommes, seulement des cookies. Je le pensais vraiment. Je ne peux pas effacer ce qu'il a vécu, mais je peux m'assurer qu'il ne l'affrontera plus jamais seul. Le silence tomba. Même la juge semblait émue. Eleanor Vance refusa de témoigner. Son avocat confirma simplement son acceptation du plaidé coupable internement psychiatrique à durée indéterminée, aucun contact avec la victime, retrait définitif de l'autorité parentale. La juge Reeve hocha lentement la tête. Le tribunal accepte cet accord. La prévenue est placée sous surveillance psychiatrique d'État pour une durée indéfinie. Aucun applaudissement, aucun soulagement visible. Seulement le calme lourd d'une justice rendue sans triomphe, mais avec fermeture. Vint alors la dernière et la plus délicate étape, la confirmation de garde. La juge Reeves se tourna vers l'écran de visioconférence où apparaissait Léo, assis dans une petite salle voisine, aménagée pour les témoignages d'enfants. Seuls Calin et Orion étaient avec lui. Le garçon, les pieds ballants depuis le canapé, gardait sa main posée sur la tête du chien. La voix de la juge résonna depuis le OAO, parleur chaude et bienveillante. « Léo, mon grand, tu as été très courageux aujourd'hui. J'ai une seule question pour toi. » Léo hocha doucement la tête, serrant l'oreille d'Orion. « Si tu pouvais choisir où vivre à partir de maintenant, où voudrais-tu être? » Léo inspira profondément. Ses lèvres tremblèrent un instant, puis sa voix s'éleva douce, assurée, limpide, comme seule celle d'un enfant peut l'être. « Je veux vivre avec mamie Ara. Elle fait les meilleurs cookies. » Il s'interrompit, regarda Orion et ajouta « Et je veux que Calin et Orion soient de ma famille aussi. » De l'autre côté de la vitre, Ara porta une main à sa bouche, les larmes dévalant librement ses joues. Calin sentit sa gorge se nouer. Même la greffière suspendit un instant son stylo. La juge Reeves sourit avec tendresse. « Léo, Madame Dunn, sera ta tutrice légale dès aujourd'hui. Mais je crois que tu as raison, tu as déjà une grande famille pour veiller sur toi. » Elle frappa doucement de son marteau. Le tribunal salue le courage de tous les intervenants. Audience levée. Le son de ce maillet fut doux mais définitif, comme la fermeture d'un long livre de douleur. Et dans ce silence solennel, quelque chose se referma. Enfin, non pas une fin tragique, mais une promesse tenue. En sortant du palais de justice, la lumière semblait plus chaude. Ara tenait la main de Léo, tandis qu'Orion trottinait à leur côté, la queue battant doucement. Quelques pas derrière Mark Finot parlait à voix basse avec le Dr Thorne. « Je ne crois pas avoir vu une fin aussi heureuse depuis des années, » admit Mark. Thorne esquissa un mince sourire. « Ce n'est pas la fin. C'est juste le premier chapitre où il apprend enfin à vivre. » Calin s'agenouilla au bas des marches du tribunal à hauteur du garçon. « Tu t'es très bien débrouillé, mon grand. Ton rugissement fonctionne toujours. » Léo esquissa. Un sourire timide mais fier. « Oui, Orion me l'a dit. » Le chien aboya une fois comme pour confirmer. Alors qu'il s'éloignait, une odeur sucrée de cookies s'échappa de la boîte que tenait Ara se mêlant à la brise printanière, preuve que même dans les couloirs de la justice, chaleur et amour pouvaient laisser leur empreinte. 6 mois plus tard, la lumière du matin baignait la maison des Dunn à Saint-Cloud, filtrant à travers les rideaux de dentelle, portant avec elle un parfum de cannelle et de café chaud. Une brise légère faisait teinter les vitres caressant la cuisine, d'où montait un son qu'on n'avait plus entendu depuis longtemps, des rires sincères paisibles. La maison qui jadis ne sentait que les biscuits sentait désormais autre chose, la paix. Au centre de la pièce se tenait Ara, désormais Ara Dunn Brooks, en l'honneur de son fils adoptif. Ses cheveux argentés étaient attachés d'un ruban bleu et ses mains pétrissaient une pâte à tarte sur le plan de travail.
La chaleur du four éclairait son visage, adoucissant les rides autour de ses yeux. « Léo !» appela-t-elle joyeusement. « Lave-toi les mains avant de remuer la garniture, mon cœur. » De l'autre côté de la pièce, Léo Brooks, désormais âgé de 8 ans, se tenait sur un tabouret en bois, les manches retroussées. Son corps frêle d'autrefois s'était fortifié. Il était en pleine santé, les yeux pétillants d'un bonheur tranquille. « Oui, mamie Hara », répondit-il d'une voix claire et assurée bien loin du murmure fragile d'autrefois. À ses pieds, Orion, le berger allemand de 4, balayait le carrelage de sa queue comme un métronome. Autour de son cou, un petit nœud bleu œuvre d'Hara. Il était devenu le gardien silencieux de la maison. Et parfois, quand Léo riait trop fort, Orion levait la tête, comme pour s'assurer que ce son était bien réel. Ce matin-là, il préparait des tartelettes aux pommes. Autrefois, l'odeur des pommes portait des fantômes, mais aujourd'hui, elle signifiait autre chose. Hara l'avait réintroduite lentement, d'abord une bougie parfumée, puis une confiture. Et enfin, ce fruit bien réel, mêlé au sucre et à la pâte. Léo fronçait encore un peu le nez en voyant le saladier de pain, mais aujourd'hui, il souriait. « Caline va adorer », dit Hara en s'essuyant les mains pleines de farine. « Et Orion aura son cookie, bien sûr. » Léo rit. « Il en a toujours un. » Quand on frappa à la porte, Orion aboya une fois bref et mesurait sa façon d'annoncer « Ils sont là ». Léo courut ouvrir. Sur le perron se tenait le capitaine Callan Stone, vêtu simplement d'une veste sombre et d'un jean. La lumière de l'automne soulignait les reflets argentés à ses tempes. Il sourit au garçon qui autrefois se cachait derrière des murs d'hôpital. « Eh bien, tu as grandi, Léo. Je t'ai presque pas reconnu. » Léo rit. « J'ai pas tant grandi que ça. » Callan entra. Sa présence emplissait la pièce d'une chaleur tranquille. « Bonjour, Hara. Ça sent la boulangerie ici. Vous n'avez pas chômé. » Hara lui tendit une tasse de café. « Je ne cuisine que quand je suis nerveuse. » Et aujourd'hui, c'est un grand jour. C'en était bien un. Les papiers d'adoption étaient signés et scellés. La petite cérémonie privée chez la juge Reeves devait officialiser tout cela. Pour Léo, cela signifiait la permanence d'une famille à lui, enfin, et plus jamais empruntée. La route vers la maison de la juge traversait des collines dorées par le soleil. Orion, à l'arrière de la voiture, reposait la tête entre les épaules de Léo. Le garçon fredonnait doucement une habitude héritée de ses trajets avec Caline. La demeure de la juge Marguerite Reeves se dressait au bord d'un pré, une vieille bâtisse en briques entourée d'arbres d'automne flamboyants. La juge les accueillit sur le seuil sans robe noire cette fois, simplement un cardigan sombre et un collier de perles. Ses cheveux argentés luisaient sous la lumière du porche. « Ma famille préférée », dit-elle chaleureusement. « Entrez donc. » À l'intérieur, une table avait été dressée, citronnade cookies et un petit vase de soucis jaunes. L'atmosphère était calme, simple, presque intime. Mark Finot et le docteur Thorne étaient déjà là, souriants et fiers. Mark paraissait un peu plus reposé, même si ses yeux portaient encore cette compassion d'homme, ayant trop souvent porté des dossiers marqués « Urgence Placement ». Thorne, toujours impeccable, portait un pull marine sur sa chemise, l'air serein. D'un homme qui sait que cette fois la vie a bien tourné. « Alors comment va notre jeune homme ?» demanda le docteur Thorne en s'accroupissant à hauteur de Léo. Le garçon sourit jusqu'aux oreilles. « J'ai aidé à faire la tarte tout seul. » Thorne hocha la tête ému. « C'est du progrès. Même l'odeur des pommes ne lui fait plus peur. Vous avez accompli des miracles. » Hara secoua doucement la tête. « Pas des miracles, docteur. Juste de la patience et beaucoup d'amour. » Tout le monde prit place pendant que la juge Reeves ouvrait un dossier devant elle. Sa voix s'éleva claire et bienveillante. Cette cérémonie est modeste, mais sa signification est immense. Léo, aujourd'hui, tu deviens officiellement le fils d'Hara Dune. Et tu gagnes aussi un frère très fidèle, Orion, ainsi qu'un certain policier qui semble croire qu'il fait déjà partie de votre famille.
Des rires éclatèrent dans la pièce. Callan leva une main avec un sourire. « Objection, Madame la juge. Je ne suis que le chauffeur. »« Objection rejetée, » répondit-elle en riant. Léo gloussa et cacha son visage dans le cou d'Orion. Quand la juge invita Ara et Léo à s'avancer, la salle se tut. Ara prit la petite main du garçon dans la sienne et ensemble ils signèrent le document final. « Voilà, » dit la juge d'une voix douce. « C'est officiel. Félicitations, Madame Dunne. Et bienvenue chez toi, Léo. » La pièce éclata d'applaudissements. Même Orion aboya une fois, comme pour ajouter sa signature à ce moment d'éternité. Ce soir-là, après la cérémonie, Callan les conduisit au parc de Saint-Cloud pour un petit pique-nique. Le ciel flamboyait de rouge, les roches baignées d'une lumière d'ambre. Léo courait en riant, lançant une balle qu'Orion attrapait d'un bond gracieux. Ara les observait depuis une couverture, le visage paisible d'une femme dont le long combat venait de s'achever. Callan s'assit à côté d'elle, posant un panier. « Vous l'avez fait, » dit-il. Ara sourit doucement. « Nous l'avons fait. » Elle désigna Léo. « Il n'a plus peur. » Callan suivit du regard le garçon, la balle à la main. Il a toujours été courageux. Il avait juste besoin qu'on le lui rappelle. La balle roula un peu plus loin. Léo la rattrapa en courant, puis se retourna le visage doré par le soleil couchant. « Regarde, Callan !» cria-t-il en lançant de nouveau. Orion bondit, attrapa la balle en plein vol, la queue battant follement. Le rire de Léo résonna entre les falaises comme une musique. Quand la lumière s'adoucit, Léo s'assit près de Callan, les joues roses. Son regard se perdit vers l'horizon, là où scintillait la silhouette lointaine de la ville. « Callan, merci de m'avoir sauvé. » Le policier s'agenouilla, à côté de lui, posant une main sur son épaule. « Je ne t'ai pas sauvé, Léo. C'est Orion. Moi, je n'ai fait que conduire la voiture. » Léo secoua la tête, un sourire humide aux lèvres. « Tu es revenu pour moi. Ça, c'est sauvé aussi. » Callan sentit de sa poitrine se serrer. Il regarda Orion allongé tout près l'angle, pendant Dieu mi-clos de bonheur. « Alors peut-être qu'on s'est tous sauvés les uns les autres, » murmura-t-il. Les trois restèrent là, tandis que le soleil s'éteignait derrière les collines. Sur la couverture, Ara fredonnait une vieille chanson, sa voix portée par la brise. L'air sentait la tarte aux pommes, le pain et la pierre chaude. Quand les premières étoiles apparurent, Léo posa la tête contre le bras de Callan. Orion se roula près d'eux, ronflant doucement. Et pour la première fois de sa vie, le garçon ne rêva pas de cordes, ni de pommes, ni de peur. Il rêva d'une maison pleine de biscuits de rire et du battement régulier d'un cœur de chien qui n'avait jamais cessé d'y croire. Cette nuit-là, au-dessus des canyons, rougi par le crépuscule, l'espoir s'éleva avec les étoiles. Dans un monde souvent pressé et froid, un enfant avait retrouvé sa voie parce que l'amour avait choisi de rester. Le chien avait veillé. L'officier avait écouté. Une grand-mère avait fait cuire l'espérance dans l'air. Et quelque part, entre la peur et le courage, la grâce avait passé. Appelez cela un miracle, ou la main de Dieu agissant à travers des gens ordinaires et un animal fidèle. Quand les cœurs choisissent la miséricorde, le ciel répond par la force. Et ce que cela veut dire pour la vie de tous les jours est simple. Les miracles n'arrivent pas toujours avec le tonnerre. Ils arrivent quand on frappe à la porte d'un voisin, quand on défend les petits et les sans-voix, quand on choisit la patience plutôt que la colère, quand on nourrit quelqu'un avec de la bonté. Si nous portons cet esprit dans nos maisons, nos rues et nos travaux, Dieu le multipliera. Il répare encore ce qui est brisé. Il ramène encore les perdus vers la chaleur. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espérance aujourd'hui. Écrivez en commentaire une prière pour chaque enfant, pour chaque animal qui attend encore d'être trouvé. Abonnez-vous pour que ces récits de courage et de compassion continuent de voyager là où on en a besoin.
Et si vous croyez que Dieu agit et encore dans les miracles silencieux, écrivez Amen en commentaire. Que Dieu bénisse votre famille, qu'il vous accorde protection, paix et le courage d'aimer sans peur.